Bonjour et merci d'être avec nous. Notre invité va vous étonner par son franc-parler. Il s'appelle Stéphane Baudet, il est maire d'Évry-Courcouronnes dans l'Essonne. Dans notre rubrique Les questions d'actualité, il est question de narcotrafic ou encore de la crise politique actuelle. Dans l'idée dans l'air, notre invité reviendra sur la nécessaire simplification administrative. Enfin, dans la question qui dérange, il évoquera les frais de représentation des maires dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Toutes ces rubriques sont à retrouver dans la description de la vidéo, dans le chapitrage. Je vous laisse apprécier cet épisode. Bonjour et soyez les bienvenus chez Nos Popol. Bonjour Stéphane Baudet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire d'Évry-Courcouronnes, dans l'Essonne, également vice-président de la région Île-de-France. Vous allez nous en dire évidemment un peu plus dans quelques minutes. Je voulais juste vous rappeler, moi, les règles de Nos Popol. Pas de langue de bois, pas de politique politicienne, pas de renvoi de balles, c'est de leur faute, pas de la nôtre, exactement tout ce qu'on veut pas chez Nos Popol, que des idées, des propositions, des solutions face aux défis que rencontre notre pays, et je crois que vous le concéderez. Cheers. Ils sont nombreux. Si vous voulez nous soutenir, vous qui nous regardez, le meilleur moyen c'est de vous abonner à Nos Popol, c'est le modèle économique sur YouTube. Plus vous serez nombreux, plus on pourra vous proposer ce type d'entretien. Allez, Stéphane Baudet, on commence tout de suite par notre première rubrique. Elle s'appelle Faisons connaissance. Le but, Stéphane Baudet, c'est de savoir un peu d'où vous parlez, parce que c'est important, un parcours de vie. Votre date et lieu de naissance. 25 mai 1972, Paris. Paris. Ça vous fait 53 ans, si mes calculs sont bons. Soyez courtois, s'il vous plaît. 52 Non, 53. 53, d'accord. Je suis né rue des Martyrs, je ne sais pas comment je dois prendre ce symbole, mais voilà. Et Évry, vous y arrivez quand et comment ? 1975, il y a pile 50 ans. J'arrive dans le quartier des Pyramides, tout neuf. Quartier évidemment iconique de notre ville. J'y arrive parce que mon père est dans l'éducation populaire, surtout, enfin plutôt à droite. On parle souvent de l'éducation populaire à gauche, mais elle a longtemps existé aussi dans la droite sociale et républicaine. Il a donc été le premier directeur de la maison de quartier du Parc Oliève, qui là aussi est un endroit mythique de notre ville. Et puis il a participé de l'équipe qui a lancé l'animation de la ville nouvelle d'Évry, dans une association qui s'appelait d'ailleurs la bien nommée Évry Animation. Et donc je suis tombé bébé dedans, à la fois dans cette ville qui se construisait. J'ai inauguré la plupart des écoles du territoire et en même temps j'ai vécu à travers mon père les personnalités politiques de gauche comme de droite qui ont construit cette ville, qui étaient des amis, qui m'ont vu grandir. Et donc une espèce de relation assez viscérale, tout autant au territoire communal et à son développement, qu'en même temps aux personnalités qui l'ont façonné. Vous en avez déjà dit beaucoup parce que ma prochaine question c'était profession des parents. Donc votre papa, mon papa était donc dans ce domaine-là. Et ma mère travaillait à la banque au CIC, alors en l'occurrence là aussi place des Terrasses à Évry. Votre papa a fait de la politique quand même aussi ? Oui, il en a fait beaucoup et longtemps. Et vous l'avez épaulé, je crois. Ah, enfin, je sais pas si je l'ai épaulé ou s'il m'a mis une forme de pied à l'étrier, mais j'ai commencé à coller des affiches pour mon père comme pour Jacques Chirac, j'avais 14-15 ans. Donc forcément, ça permet de démarrer petit. Et quand vous étiez justement enfant, quel métier vous rêviez de faire ? Alors, j'ai rêvé d'être à la fois cuisinier. Je me souviens de cette formule de ma mère, qui est décédée depuis, et qui me disait « Ne fais pas cuisinier parce que tu pourras pas avoir de vie de famille ». Décidé d'être élu, je pense que j'ai trouvé pire. Je sais pas si c'est mieux. J'aurais peut-être mieux fait de me mettre à la cuisine. Donc moi, je rêvais plutôt de ça. Et ensuite, alors c'est un espèce de truc très particulier. Je pense que j'aurais aimé être sportif professionnel. Le vélo, non ? Je sais que vous êtes alors à l'époque, c'était le basket. J'ai joué très très longtemps au basket, mais aujourd'hui, je fais 10 000 km de vélo par an. Et en réalité, c'est ma deuxième vie. Je fais du sport tous les jours et j'ai un attachement à la préparation physique, à la compétition, sans en faire d'ailleurs, ce qui est absolument délirant. Mais je m'entraîne comme si j'avais une compétition la semaine prochaine. Voilà, donc je garde cet élément-là. Dans la vie publique, c'est parfois utile. Ça peut servir. Vos diplômes ? Aucun. J'ai un bac G3, donc je dis aucun parce que même ce bac-là n'existe plus, mais aucun. Moi, je suis plutôt un autodidacte. J'ai un parcours scolaire particulièrement chaotique, ce qui m'a permis d'ailleurs de faire beaucoup d'équipements scolaires de mon territoire communal. Et d'ailleurs, beaucoup des instituts qui étaient mes instituts à l'époque sont aujourd'hui ou des directeurs d'école de ma ville ou des directeurs à la retraite, et ça nous permet de nous croiser très régulièrement. Ils doivent être étonnés de votre parcours, non ? Oui, alors ils l'ont été au début, maintenant je suis maire depuis 25 ans, donc forcément c'est quelque chose qui est complètement digéré, mais ça donne une tonalité dans mes relations à l'éducation nationale qui sont tout à fait particulières. Je lisais que vous étiez un élève décrocheur,
plus intéressés par la rue que les salles de cours. C'est ça votre scolarité ? Ouais, alors en fait, c'est un peu trop résumé. J'avais des passions, notamment l'histoire, le français, et je m'en sortais bien en anglais, parce que j'ai eu la chance d'aller en vacances en Angleterre très tôt, donc j'ai parlé anglais couramment très jeune. En revanche, j'étais complètement hermétique aux matières scientifiques. Et je viens d'une génération où quand vous étiez hermétique aux matières scientifiques, vous étiez un nul. Et puis, par ailleurs, je viens d'une génération aussi où toutes celles et ceux qui étaient un peu, comment le dire, en toute modestie, un peu différents, qui flirtaient avec ce qu'aujourd'hui on appellerait des HPE, HPI, etc., étaient en fait considérés comme des élèves très en retard, pas traités, pas accompagnés. Et donc, j'ai surtout fait partie de ceux qui s'emmerdaient royalement à l'école. Parce que peut-être que parfois je comprenais vite, je faisais pas mes devoirs, je ressentais pas le besoin, mais j'ai passé le bac sans réviser. Donc je dis pas ça pour d'une certaine manière ni pour être pédant ni pour gonfler le melon, mais il y avait des facilités sur certaines matières dont j'use et j'abuse en tant que maire d'ailleurs, prise de parole en public, etc. Et puis des sujets sur lesquels j'étais nul et sur lesquels on vous tendait pas la main. Et quand je vois ce qui est devenu d'ailleurs l'école d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette école de Jules Ferry, vous avez 30 gamins dans une classe avec un instituteur ou une institutrice qui envoie un message qui est censé embrasser la majorité de la classe, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, quand ce professeur énonce son message, il touche maintenant une minorité d'élèves et que tous les autres, d'une certaine manière, sont quasiment déjà des marginaux pour des raisons tout à fait différentes, en avance, en retard, problème de vue, problème d'écoute, etc. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai une petite appétence sur ces sujets éducatifs qui sont un peu la marque de fabrique de la commune. Intéressant. Votre parti, du coup ? Parti politique ? Oui. Moi, je suis rentré par le RPR, par filiation familiale, ce qui est d'ailleurs assez particulier pour un gamin comme moi qui était quand même dans la rue très tard tous les soirs. Il y a une espèce d'ambiguïté ou d'ambivalence que l'on retrouve dans mon assise politique aujourd'hui, puisque je suis un non-inscrit dont la majorité municipale, c'est une immense fierté pour moi, va de la gauche à la droite. Je suis le seul maire d'une ville-préfecture de France, c'est-à-dire d'une grande ville, dont mes maires adjoints vont de... grosso modo, la Ligue communiste révolutionnaire, c'est-à-dire ce qu'on appelait dans le temps, avant qu'il y ait LFI, l'extrême gauche, jusqu'aux républicains, en ayant une certaine philosophie consistante à se dire que chacun a une petite partie de la vérité. Et en fait, certaine manière, ce faisant, je retrouve un peu cet état d'esprit que j'avais ado, où je flirtais avec la ligne jaune quand même, dehors, et où en même temps, je collais des affiches pour un Jacques Chirac qui était quand même plus à droite au début de sa carrière qu'il ne l'était à la fin. Et donc, j'ai été encarté pendant quasiment 30 ans de suite. Et j'ai lâché ma carte... Les Républicains. Les Républicains, mais alors vraiment sans réfléchir, au lendemain matin, il y a plus de 10 ans, de l'élection de Laurent Wauquiez à la présidence du parti, parce que je ne supportais pas, je suis plutôt un bébé séguiniste, moi, droite sociale, ouais. et très orphelin de la droite sociale, en l'occurrence. On voit bien d'ailleurs dans le paysage qu'il manque quelque chose à cet endroit-là de l'échiquier. Et donc, j'ai rendu ma carte. Et depuis, je dois avouer que du point de vue intellectuel de richesse, je vis... C'est un paradoxe avec ce qui se passe à l'échelle nationale qui est particulièrement flippant. Je vis à l'échelle locale ma meilleure vie politique. Je vous lisais, Stéphane Baudet, je considère que la vérité n'est pas enfermée dans un carcan doctrinaire par nature excluant. C'est aussi pour ça que vous avez rendu votre carte de ne pas être encarté, justement. Oui, parce que d'abord, je suis vraiment intimement persuadé qu'on a tous une parcelle de la vérité et qu'aucun camp politique, et on le voit bien à l'échelle nationale, aujourd'hui n'est capable de se revendiquer de la vérité absolue et de considérer que d'ailleurs que les autres sont des abrutis, ce qui est quand même ce que l'on retrouve et dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et ce que je côtoie malheureusement dans l'hémicycle à la région. Et ensuite, parce que je considère, moi je vois bien mes oppositions qui sont toujours très embêtées avec mon positionnement particulier, ne cessent de rappeler à la terre entière, mais il est de droite, mais il est macroniste. Alors je suis macroniste parce que mon spectre politique va large. Non, Macron, il a pris des gens de gauche et de droite pour faire du macronisme. Moi, je prends des gens de gauche et de droite pour que mon bilan soit de gauche et de droite, ce qui est tout à fait différent. D'abord parce que tous les Français ont besoin et de l'un et de l'autre. Et je le dis souvent d'ailleurs, je m'oppose au ni de droite ni de gauche. C'est pas le paysage. En fait, on est tous et l'un et l'autre. J'ai fait beaucoup de formations dans ma vie, en tant que formateur, et je disais toujours au groupe que j'avais face à moi, après leur avoir demandé: vous êtes de gauche, vous êtes de droite? Et évidemment, chacun lève la main avec beaucoup de certitude. Et je leur disais, vous mettez 10 sujets de société sur un papier et vous m'écrivez ce que vous en pensez à côté. Et la démonstration était faite qu'on est tous un peu de l'un et tous un tout petit peu de l'autre. Et puis enfin, et ça pour moi c'est fondamental, je pense que la doctrine que l'on peut construire
par transmission familiale, tout ce qu'on veut, à 15, 17, 18 ans, c'est quelque chose qui est fait pour cheminer. C'est quelque chose qu'il faut qu'on ait la capacité à s'adapter, à ouvrir le spectre. D'abord parce qu'on gagne en maturité, d'abord parce que les problématiques auxquelles on fait face quand on a 18 ans, c'est pas celles auxquelles on fait face quand on a 3 mômes, quand nos mômes deviennent adultes, etc. Et d'ailleurs, on le dit souvent dans le paysage politique, on est à gauche, on finit à droite. Vous avez commencé à droite et on va dire vous vous recentrez au fur et à mesure, c'est un peu ça. Mon auteur préféré s'appelle Victor Hugo et on oublie très souvent le parcours de cet homme qui a été de droite, colonialiste et qui finit comme icône de gauche. Donc voilà, je me dis qu'après tout, oui, on a le droit de changer, on a le droit d'évoluer. Et on a le droit aussi de s'adapter à la population à laquelle on fait face. Et la dernière question de Faisons Connaissance, c'est vous demander pourquoi vous avez choisi de faire de la politique, parce qu'on est quand même de nombreux citoyens parfois à se demander quel est le moteur de certains. Vous, Stéphane Baudet, c'est quoi ? D'abord, en humilité, je pense que si mon père n'avait pas fait de politique et si je n'avais pas été confronté à cet environnement-là, peut-être que je n'en aurais pas fait. Peut-être d'ailleurs que je n'aurais pas basculé du bon côté de la ligne avec laquelle je flirtais. Et puis, il y a une autre raison fondamentale, c'est que j'ai été évrien avant que d'être courcouronnais, puisque pour éclairer quand même celles et ceux qui nous regardent, j'étais maire de Courcouronnes de 2001 à 2019. Nous avons fusionné Évry et Courcouronnes en 2019 et je suis devenu maire d'Évry et de Courcouronnes en 2019. Donc je suis maire depuis 25 ans, mais maire d'une ville depuis 25 ans, maire de l'autre depuis seulement 7 ans. Je pense que ça, c'est important. Mais cette ville, puisque j'ai été évrien avant d'être courcouronnais, c'est ce que l'on a appelé les villes nouvelles, voulues par De Gaulle et Delouvrier à la fin des années 60, qui ont poussé comme des champignons, peut-être qu'on en reparlera, puisqu'évidemment, il y a un héritage un peu plus de 50 ans plus tard. Et étant, par le parcours de mon père, arrivé très tôt dans cette ville, j'ai connu quasiment tous les équipements de cette ville neufs. Les écoles, les gymnases, etc., etc. Et je les ai vus se dégrader à une vitesse exponentielle. Et un jour, j'ai donc décidé, parce que j'étais militant, de me dire, après tout, je ne peux pas laisser ma ville se dégrader à ce point-là. À ce moment-là, j'étais courcouronnais, depuis longtemps déjà. Et donc, je me suis engagé dans une élection qui était ingagnable et que l'on a gagnée. Donc c'est l'attachement, si je comprends bien, à cette ville, Évry, Courcouronnes, c'est ça. Et la volonté de changer les choses, parce que l'échelle locale, c'est encore la seule où on peut changer les choses. On passe à notre prochaine rubrique, Stéphane Baudet, qui s'appelle « Les questions d'actualité ». On a beaucoup parlé ces derniers temps de narcotrafic avec la mort du frère d'Amine Kessassi. Là encore, une femme de 19 ans tuée, une autre grièvement, cette fois-ci dans la Drôme, ces derniers jours. Quelles solutions, selon vous, quelles actions pour tenter d'enrayer ce fléau ? Tu sais, moi, c'est des sujets sur lesquels je ne sais pas si j'ai le métier pour dire quelles actions il faudrait. Ce que je sais, c'est que toutes les actions locales que nous menons de démantèlement, d'enquête par les polices municipales, d'interpellations courantes qui saturent les habitants, parce que vous avez un trafic en bas de chez eux, vous enlevez 2 têtes de pont, le lendemain matin, vous en avez 2 autres qui débarquent quand ce ne sont pas les mêmes parce qu'elles ont été relâchées. Donc il y a évidemment la question de la sanction, il y a la question de la filière, et puis il y a, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Nos Popoles et qu'il faut appeler un chat, je pense qu'il y a aussi des débats que l'on tait dans ce pays et que l'on retrouve de temps en temps dans des périodes électorales sur la question on légalise pas, sujet sur lequel j'ai pas forcément une religion parce que le sujet est complexe, il y a des vrais problèmes de santé, mais le trafic permet quand même une économie parallèle et on ne le dit pas suffisamment, mais cette économie parallèle nourrit et fait vivre dans les quartiers populaires des centaines et des centaines de familles qui ne sont plus dans nos scopes sociaux à nous parce qu'elles sont nourries ailleurs. Je me souviens d'avoir un jour, à l'occasion d'un des drames d'une rixe, c'était il y a très très longtemps, être venu rendre mes hommages dans la peine à une famille. Je traverse un escalier dégueulasse dans un immeuble qui était dans un état là, et je suis rentré dans un appartement de luxe d'une famille qui bénéficiait du trafic du gamin. Et ça, ce sont des éléments que l'on sait. Et je me pose souvent la question sur nos autorités nationales, notamment dans ce débat légalisation, pas légalisation. Qu'est-ce qui se passerait socialement si demain matin, où il n'y avait plus de trafic, où il y avait légalisation, ce qui d'ailleurs d'une certaine manière revient au même. Oui. Et j'ai du mal à me dire qu'à l'échelle nationale, il n'y ait pas quelqu'un qui se soit un peu posé la question et qui d'une certaine manière participe aussi du fait que ce débat soit complètement bridé. Parce que dans une ville comme la mienne, le trafic existe,
clairement, avec une démultiplication avec ça. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, vous achetez le shit, l'héroïne et la cocaïne sans bouger de chez vous. À domicile. C'est quand même un truc de... Ouais. Voilà, moi, quand j'étais môme, on pouvait trouver du shit dans la rue, mais la cocaïne et l'héroïne, à Évry, c'était impossible à trouver. Puis on voit des nouvelles drogues qui émergent. Voilà. Mais la question du modèle économique et donc du modèle social, c'est un peu ce qu'on voit à Marseille d'ailleurs. J'ai le sentiment qu'on a pris un tel retard que les autorités aujourd'hui ont un peu le doigt sur la couture et hésitent à bouger vraiment. Je mets un pavé dans la mare en disant cela, hein, mais sinon le reste c'est l'arsenal normal, c'est les enquêtes, c'est les filières. Pénaliser le consommateur, parce qu'on en parle beaucoup, le président Macron l'a rappelé. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? J'avoue que je sais pas. Franchement, Non, honnêtement, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas d'avis. Vous avez des médecins qui vous disent que c'est extrêmement mauvais. Vous avez des pays qui s'en servent à titre sanitaire pour accompagner des personnes, du cannabis, malades. Oui, bien sûr. Oui, non, sur les drogues dures, la question, vous vous faites trouver dans la rue avec de la cocaïne, vous êtes interpellé. C'est sur la cannabis et les drogues douces en réalité que la question a lieu. Mais vous savez, je préside l'association des maires d'Île-de-France. On a fait un voyage d'études avec les maires à Bruxelles il y a quelques mois et on a rencontré quelqu'un qui nous expliquait le fonctionnement du port d'Anvers, qui avec Rotterdam sont les deux plus grands ports d'entrée européens. Et il nous expliquait que au grand maximum, quand tout va bien, on n'a que 3% des containers qui rentrent en Europe qui sont contrôlés. Donc voilà, pour répondre à votre toute première question, c'est d'abord une question de volonté et de moyens. Est-ce qu'on est encore en vérité capable de lutter ? Voilà. Je le souhaite évidemment, je vous réponds en franchise, moi je ne suis pas policier, je ne suis pas juge, je ne suis pas au STUP, je n'enquête pas sur les filières internationales, je ne sais pas bien si ça vient d'Amérique du Sud, d'Afrique, etc. Mais je vois bien que ça a quand même des implications réelles. Je veux dire, si socialement demain matin le modèle économique de la drogue disparaissait, il faudrait aussi penser à nous donner les moyens de récupérer les familles qui s'effondreraient avec. Encore une fois, quand je dis ça, je ne veux surtout pas qu'on se méprenne sur le fait que je ne les protège pas, que je n'excuse pas. Il faut lutter contre les narcotrafiquants. Je préfère le redire de façon extrêmement claire. Mais ça n'est pas sans conséquence dans des villes comme la mienne, en vrai, pour des familles. Et je ne peux pas imaginer qu'on n'ait pas pensé à ça quelque part. En tout cas, c'est à vous de juger des positions de notre invité Stéphane Baudet sur ce thème-là. On passe à notre prochain sujet, c'est cette proposition de loi de Laurent Wauquiez, interdiction du port du voile dans l'espace public pour les mineurs. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? L'espace public, c'est l'espace public. Voilà. En rappelant cela, vous vous rappelez pourquoi j'ai rendu ma carte au LR il y a un petit peu plus de 10 ans. La question du voile dans les équipements publics a déjà été tranchée par la loi après des débats extrêmement compliqués. Mais l'espace public, c'est l'espace public. Voilà. Vous trouvez que c'est pas un sujet, cette question du port du voile sur les mineurs ? Non seulement c'est pas un sujet, mais quand on rentre par ce sujet-là, on vient stigmatiser. Quand on stigmatise, il y a quand même il y a une étude très pointue qui est sortie sur la religion musulmane et les fidèles il y a une semaine, qui montre quand même un durcissement d'un socle à l'égard de la République, à l'égard de la pratique religieuse. Et en réalité, tout ceci, on le renforce à chaque fois qu'on prend ce genre de décision. C'est mon sentiment, on a le droit de ne pas être d'accord. Moi, je suis maire d'une ville dans laquelle il y a 160 ethnies qui cohabitent. Le sujet, c'est comment on fait pour cohabiter sans se montrer du doigt les uns les autres. Voilà. Et je ne suis pas certain que cette réponse-là dans l'espace public soit la bonne. Donc, vous me pardonnerez une fois de plus de ne pas être en accord avec M. Wauquiez. C'est entendu. Et dernière question, Stéphane Baudet, quel regard vous portez sur la crise politique actuelle ? Pas de popole, de point de vue institutionnel. Comment on peut en arriver à un tel point de blocage dans notre 5e République ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense, j'ai peur d'être long dans cette réponse, je pense que la problématique, elle est assez naturellement systémique. Si vous me permettez d'être peut-être un peu moins court que sur mes précédentes réponses qui étaient déjà extrêmement longues, je pense qu'on ne nourrit pas suffisamment les Français de la réalité de notre modèle social, des conditions de sa naissance et de l'évolution démographique, si je devais la simplifier à l'extrême, qui fait qu'on est dans cette situation. Nous n'avons pas fait la guerre sur notre territoire national depuis 4 générations, plus de 80 ans. Nous avons générer un endettement lié aux jours heureux et à toutes les évolutions sociales
magnifique du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais modèle social qui a été créé à un moment. Si je prenais qu'un exemple, on l'a créé à un moment où il y avait 40 millions d'habitants en France. On n'est pas loin d'approcher du double. On a créé la retraite à un moment où la retraite, elle durait 4, 5, 6 ans. Aujourd'hui, elle dure 25, 30 ans, etc., etc., etc. Et donc, il y a une mécanique qui s'est inversée et dans laquelle on continue à ne pas expliquer aux Français comment elle fonctionnait. Quand on regarde dans les médias, le modèle social à la française dans les médias, c'est la retraite, c'est la sécurité sociale, et c'est le chômage. Non, c'est pas que ça. C'est le pass Navigo qui fait que quand vous payez un pass Navigo, vous ne payez que 28% de votre coût de transport. Tout le reste est payé par l'État, donc tout le reste est payé par nos impôts. C'est le fait que quand vous payez la cantine, c'est le cas à Évry-Courcouronnes pour les tranches basses du quotient familial, quand vous payez la cantine à 1 €, le repas il coûte pour la ville en vrai entre 13 et 14 €, entre le repas, le personnel, l'électricité, le chauffage, le bâtiment, etc. Vous trouvez que les Français l'oublient, ça, qu'il y a des... Et c'est pas qu'ils l'oublient, c'est qu'on leur apprend plus. Ouais. Enfin, ils n'ont pas à l'oublier, on ne leur apprend plus. On est dans une démocratie dans laquelle on n'inculque plus à nos habitants ce qu'est le système citoyen et démocratique dans lequel on vit. Et donc, du coup, ça tue complètement le débat. Quand je vois tout le monde hyper heureux que la retraite soit dégagée, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, si c'était pas la bonne méthode, j'en sais rien. Mais on ne peut pas nier que les conséquences financières continuent à faire que ce pays, par le modèle social qui a été créé en 1945, qui aujourd'hui, par la force démographique, fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des financements de l'État va pour près de 60% exclusivement aux seniors dans ce pays et moins de 15% pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on ne construit plus notre jeunesse, on n'accompagne plus notre jeunesse. Et en fait, c'est une mécanique de modèle social qui a juste gonflé démographiquement. Une fois qu'on a posé ce constat, on peut faire de la politique. Quelle décision on prend? Quelle nouvelle orientation on prend? De quelle façon on est capable d'aller vers les Français pour leur réexpliquer tout cela et leur dire il y a des pans entiers du modèle social qu'il va falloir réviser, réformer parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Mais donc c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. La réforme des retraites est suspendue. Mais pour une raison très simple, et c'est toute la difficulté c'est toute la problématique, c'est qu'en fait ils sont toutes et tous là-haut focalisés sur 2027 et que donc il faut surtout pas se tromper stratégiquement ni d'alliance ni de propositions pour gagner 2027, mais moi je leur souhaite du courage, parce que je ne vois pas bien dans le système démocratique actuel comment quelqu'un pourrait être candidat, quelles que soient les couleurs politiques, y compris chez les extrêmes et les populistes, qui serait capable de faire des propositions aux Français qui correspondraient à la réalité financière, sociale du pays en y répondant. Je n'y crois pas. Oui, mais en même temps, faisons un peu preuve de lucidité. Enfin, je veux dire, le débat, par exemple, sur le fait de taxer les riches. Moi, je suis pour qu'on taxe les riches. J'ai pas de problème. Notamment, alors, pas forcément la taxe Zuckman, mais sur la taxe Zuckman, parlons-en un instant. Les économistes ont démarré au lancement de la taxe Zuckman sur 25 milliards de recettes, et puis ça a dégringolé en 15 jours, et on a fini à 7-8 milliards de recettes. Or, s'il faut taxer les riches pour redonner de la confiance, pour redonner de l'équité, pour d'une certaine manière se responsabiliser et réhabiliter la parole publique. Très bien. Mais quand en même temps ces mêmes élus vous expliquent que c'est comme ça qu'ils vont régler les problèmes, c'est un mensonge. C'est un mensonge aux habitants. Or, la question de la politique nationale, tout camp confondu, je me permets de le dire très très librement, on est sur un espèce de mensonge d'État collectif qui fait qu'on trompe les gens. Il n'y a aucun candidat putatif à la présidentielle aujourd'hui qui fait des propositions qui sont de nature à redresser la France elle-même, la France pour ses habitants et la France dans le monde, parce que, quoi qu'on en dise, on est dans une économie complètement mondialisée et on n'est pas seul au monde. Écoutez, ça a le mérite en tout cas d'être clair. Ça s'appelle Nos Popoles, on m'a dit pas de... Ah ben vous jouez parfaitement le jeu pour l'instant. À vous encore une fois de juger de ces propos qui ont le mérite en tout cas d'être sur la table et d'être plutôt cash. Même si c'est un anglicisme, mais je n'aime pas trop ça. On passe à notre prochaine rubrique qui s'appelle l'idée dans l'air. L'idée dans l'air, Stéphane Baudet, c'est une idée qui agite le débat public. Il y a quelqu'un qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est Jean-Louis Borloo, qui nous parle de cette espèce d'embrouillamini, de strate administrative. Lui, il réclame tout simplement une simplification. Il y en a certains qui avaient parlé d'un choc de simplification. Ça nous rajeunit pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous ? Je pense qu'il n'a pas tort. Il suffit de voir, je vais prendre ma casquette de maire depuis 25 ans, le phénomène délirant de reconcentration de l'État.
et le fait qu'à chaque fois que l'État a le couteau sous la gorge sur ces questions financières, il traite plutôt par la baisse des dotations aux collectivités. Je vous rappelle qu'en 2015, on nous a piqué 11 milliards. Nous qui avons des budgets équilibrés, c'est bon de se le rappeler, nous votons par la loi des budgets équilibrés pour compenser le fait qu'ils ne se réformaient pas. Donc Jean-Louis, qui connaît bien toute cette mécanique-là, qui a créé l'ANRU notamment, est évidemment bien fondé. Agence nationale de rénovation urbaine. Ça devait être en 2002 ou 2003, je ne sais plus bien. Ouais. Il est évidemment parfaitement fondé à faire ce genre d'analyse, mais ça corrèle complètement le sujet d'avant. C'est encore une fois, qui est celui ou celle qui va s'élever à l'élection présidentielle et dire la vérité aux Français qui eux-mêmes sont en perte de pouvoir d'achat, sont en perte de confiance, ont un besoin réel, il n'est pas fin, d'accompagnement social face à un État qui continue de faire semblant de lui dire « je vous aide, je vous aide, je vous aide ». Voyez ce paradoxe. Je ne suis pas un grand fan de l'ère jupitérienne, pour dire les choses. Voilà. Enfin, c'est quand même le pays qui a le plus aidé les gens pendant la période du Covid. Voilà, on l'oublie un petit peu vite, mais vous voyez, c'est un peu le paradoxe, y compris l'incompréhension et puis cette défiance qu'il y a entre le peuple, en général, et ses élites nationales. L'un de nos invités, Benjamin Huin, qui est maire de Zimmerbach dans le Haut-Rhin, propose, lui, chez nos Popoles, de supprimer un échelon administratif. Le préfet réunit tous les élus d'un département ou d'une région et ils se mettent d'accord, ces élus, pour savoir, puisqu'il veut du sur-mesure, quelle strate dans cette région on pourrait supprimer. C'est une proposition qui vous plaît ou pas ? On y revient. Voilà, à nouveau, très typiquement, cette proposition, elle est dans le programme d'Emmanuel Macron de 2017. C'est vrai. Et donc, il se met à la mettre en œuvre sur la disparition des départements, 2018, et puis il recule, comme tous les autres. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on réforme dans ce pays, il y a une pression, il y a un corporatisme, il y a quelqu'un en face qui va descendre dans la rue, et à chaque fois on recule. Et quand vous prenez tous les sujets, éducation nationale, on a évoqué la retraite, la réorganisation administrative, parce qu'on a un vrai problème de continuité, comment je pourrais le dire ? Allez, républicaine, faisons comme ça, sur les sujets stratégiques du pays, qui font que quand on pose une stratégie, il faut que cette stratégie se déploie sur 15, 20, 30 ans. Moi, je me souviens, je ne suis pas un grand sarkozyste, loin s'en faut, mais je me souviens de sa proposition du conseiller territorial, je ne sais plus comment il s'appelait, qui mélangeait la région et le département en effaçant les départements. François Hollande arrive, première décision, il enlève cette réforme. Ça, c'est très français. Il enlève la réforme dès qu'il est élu. Fin du mandat de François Hollande, on se dit, finalement, si on revenait au conseil territorial, ce serait pas mal. Et là, vous faites l'éloge du temps long. Vous êtes le 5e ou 6e invité que je reçois qui nous parle du temps long. Mais comment vous voulez faire la stratégie ? Allez vous balader dans le nord de l'Europe. On l'a fait avec les maires de l'Association des maires d'Île-de-France. Les voyages d'études, ça sert à cela. Dans le nord, il y a un pacte républicain dans toutes les couleurs politiques. Et il y a 4, 5, 6 sujets sur lesquels tous les partis se mettent d'accord pour que s'ils prennent le pouvoir, ils n'inversent pas les décisions qui ont été prises au mandat d'avant. Mais pourquoi on n'y arrive pas ? Nous, il faut peut-être un mandat unique chez Clément Thonon, conseiller d'Édouard Philippe, qui propose par exemple le septennat unique. Moi j'étais pour. Alors ça, pour le coup, ça me fait plaisir d'entendre ça. Moi j'étais contre le quinquennat et j'étais pour le septennat unique. Alors évidemment, on nous répliquera que oui, mais si c'est un septennat unique, on sait parfaitement que le président qui est élu n'est plus le patron puisqu'il n'est plus le candidat de la prochaine élection. Très bien, mais d'abord, 5 ans, c'est trop court. 7 ans, c'est quand même une bonne marge pour réformer. Et le fait de ne pas avoir à se faire réélire, peut-être que ça redonne un peu de courage, moins de calcul, et que ça peut permettre des changements. Mais au-delà de la question du septennat unique, c'est bien la question d'une forme de continuité républicaine sur des réformes en temps long, parce que imaginez, sans être passé par la guerre, sans être passé par une crise violente, comment on désendette un pays ? Comment on le réorganise si on ne table pas sur le temps long ? Enfin, je veux dire, c'est soit la crise. Alors la crise, c'est une révolution, c'est une guerre civile, c'est nos prêteurs financiers à l'étranger qui décident de ne plus nous prêter demain à une crise de 29. Donc c'est bon de rappeler aux Français que ça se déroule pas en 6 ou 9 mois, mais en 24 heures. Quand le couperet tombe, il tombe. Ou alors, on s'accorde pour une vision. Est-ce qu'il y a un seul candidat ou candidate à la présidentielle qui nous offre une vision ? Je ne crois pas. C'était en tout cas votre vision de cette simplification administrative. On passe à notre prochain sujet qui s'appelle « Les idées qui peuvent changer la France ». C'est une sorte de carte blanche sur une ou deux idées qui, selon vous, monsieur le maire, pourraient changer profondément notre pays. Je pense que le monde est de plus en plus petit pour nos enfants. Voilà, le globe est petit. Et comme le chantait très bien Souchon il y a 25 ans dans l'ultra-moderne Solitude, plus le monde est petit, plus à l'échelle locale on se sent seul.
Il y a une espèce de paradoxe à avoir le monde dans la main, à pouvoir échanger avec le monde entier et à se sentir seul. Je pense qu'en politique, c'est un tout petit peu pareil. Et dans un pays comme le nôtre, extrêmement jacobin, qui vit, c'est une vraie réalité financière, une reconcentration. On nous fait des débats sur la décentralisation. La vérité, c'est qu'on reconcentre. Les maires ont perdu des moyens financiers considérables en 25 ans. On a perdu notre autonomie fiscale et financière. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais on vit un déni de démocratie et quelque chose qui c'est du scandale, d'une certaine manière. Je vous explique. On nous a enlevé des dotations. On nous a enlevé des fiscalités. Je pense à la taxe d'habitation, etc. Très bien, pourquoi pas. On nous a promis qu'on nous les compenserait. En réalité, la plupart du temps, c'est compensé par des appels à projets, c'est-à-dire des financements qui ne sont pas donnés aux mairies directement, mais aux préfets, et que l'on obtient sur appel à projet si toutefois on rentre dans les fourches codines de définition du projet qu'a fixé le gouvernement. Donc en fait, on a perdu et notre autonomie financière et notre autonomie fiscale au moment où, c'est tout le paradoxe, c'est justement le pouvoir local qu'il faut renforcer. On l'a vu dans la crise sanitaire avec le Covid, on le voit dans le poids considérable des collectivités locales sur l'investissement en France. Rappelons-nous, les 11 milliards retirés aux collectivités en 2014, c'est 30 000 emplois dans le BTP en moins l'année d'après. Parce que nous sommes des investisseurs essentiels, nécessaires dans le mouvement économique national. Et donc j'invite toutes celles et ceux qui pourraient ne pas forcément bien comprendre tout ce que j'essaie d'expliquer là en très très peu de temps, à lire l'excellent bouquin de Benjamin Barber, qui est un politologue américain qu'on a eu la chance de faire venir à la MIF à un débat et qui a signé un livre il y a une dizaine d'années à peu près, qui s'appelait « Et si les maires gouvernaient le monde ?» pour justement se dire de quelle façon, dans une relation de confiance, on pourrait gouverner localement de façon très différente. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait, on a tout un étiage d'élus en France auxquels les Français sont aujourd'hui, sinon distants, sinon ignorants. Pour le Français, il y a deux personnalités politiques. Le maire, pour sa proximité et sa capacité à tout faire, même quand ça n'est pas sa compétence. On me demande de faire de la santé, c'est pas ma compétence, etc., etc. Et le président de la République, beaucoup plus pour une icône et une image de représentant, de stature, ce que l'on dit en France comme homme d'État, voilà, en se disant d'ailleurs aujourd'hui qu'on n'en a plus, c'est une question de stature et de physique. Alors entre De Gaulle et Chirac, on avait des grands, voilà, on a dit pas le physique. Et donc du coup, comme on n'a que ces deux personnalités, que toutes celles qui sont au milieu sont effacées, quand quelqu'un a un problème d'inscription au collège, il va pas voir le conseiller départemental dont c'est la compétence. Non. Il va taper à la porte du maire. Voilà. Ouais. Et donc c'est bien le maire qui est le seul capable à la fois de connaître les spécificités de sa commune. Je rappelle qu'on se bat depuis des années pour conserver ce que l'on appelle, c'est un peu technique, désolé, la clause de compétence générale. C'est parce que gérer une ville comme la mienne à Évry, au cœur de l'Essonne, en région parisienne, c'est pas la même chose que de gérer une ville côtière au bord de l'océan avec l'augmentation de la hauteur de l'eau, les tempêtes. C'est pas la même chose que gérer une mairie perchée en haut de la Savoie qui doit gérer la neige 4 mois par an, etc., etc. Donc on a une particularité, une capacité à s'adosser aux besoins réels de nos habitants qui, eux, ne cessent de monter. Et comme maintenant on est relié par les réseaux sociaux en permanence, ils nous le rappellent en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc je pense que la question du renforcement et des pouvoirs réels et des moyens des collectivités locales, territoriales, est une nécessité absolue. Entendu, on passe à notre prochain module qui s'appelle le monopole du cœur. Un programme. Hein. Oh, c'est beau. Un sujet, Stéphane Baudet, qui vous tient à cœur. Je parle pas à l'élu, là. Je parle à l'homme qui est en face de moi. Vous savez, on essaye souvent de distinguer les hommes politiques ou les femmes politiques, ils sont de gauche ou de droite. Moi, je dis souvent, non, il y a quelque chose qui détermine déjà une différence, c'est ceux qui aiment les gens et ceux qui n'aiment pas les gens. Donner sa vie en tant qu'élu, moi, je vis seul depuis des années, je travaille 7 jours sur 7 depuis 25 ans. Ça ne peut se faire qu'avec du cœur, pas sur la base d'un dogmatisme, cette capacité ou cette volonté d'aider les gens. Et en réalité, dans un monde qui s'individualise, où la question de dessein commun, de communauté, pas au sens communautaire ou communautariste tel qu'on l'entend très souvent, qui dévoie le vocabulaire, ça devient de plus en plus dur. Ce qui me rassure au quotidien, voyez, en étant en contact des gens, en vrai, dans les quartiers, dans les associations, etc., c'est qu'en fait, notre population a encore un cœur gros comme ça. Voilà. Mais il faut le mettre en avant. Vous voyez, je dis souvent dans mes discours, on se fout un peu de moi de temps en temps, mais que ce serait bon qu'on reparle un peu d'amour, en fait. On est dans un paysage de haine, de rejet,
d'opposition. On voit bien quand même les populismes remonter à l'échelle de la planète, pas seulement en France, de la planète. Regardez toutes les victoires de l'extrême droite partout en Europe, c'est juste flippant. J'invite tout le monde à relire Le Monde d'hier de Stefan Zweig, juste histoire de se faire une petite révision nécessaire et essentielle. Je pense qu'on va vers quelque chose de grave, mais c'est de ce quelque chose de grave sans doute que se construira le monde nouveau. Et donc on est à cette espèce de jonction-là qu'il nous faut accompagner. Pour ça, il faut aussi un petit peu de cœur quand même. Entendu, notre prochaine rubrique, c'est très concrètement, on n'est plus dans le sentiment, là on est vraiment sur du pragmatisme pur. Très concrètement, monsieur le maire, j'essaye de bien manger, j'essaye d'acheter des produits de qualité, mais c'est trop cher, je n'ai pas le pouvoir d'achat suffisant. C'est une problématique qui nous remonte via notre communauté. On sait que vous êtes à la tête d'une ville où le taux de pauvreté est quand même plus important que la moyenne nationale. Comment on peut avoir des solutions sur ce problème-là ? C'est très compliqué, d'abord parce que la question de l'approvisionnement, des prix fixés par le privé dans ces commerces, on le maîtrise évidemment absolument pas. Et indéniablement, enfin, je pense qu'il faut aussi que tous les autres, je pense à mes camarades élus qui ne sont pas élus dans des villes populaires, le comprennent bien. Quand on va acheter dans des magasins discount de la viande, du gras, du machin, du truc, on mange moins bien. On est évidemment beaucoup plus soumis à toutes les problématiques de santé de la malbouffe que quand on peut commencer à aller sélectionner ses produits frais, etc. En plus, la question économique de tous les Chinois qui débarquent sur la place avec des trucs à 1, 2, 3 euros qui sont toujours des fausses économies parce que quand vous achetez une lessive à 1 euro, bah, vous en dépensez 3 fois plus que quand vous achetez une lessive à 3 euros. Je caricature à peine. Et sur ces aspects-là, on a, nous, à l'échelle des mandats de maire, très peu de capacité à faire. Dans les cantines, peut-être ? Alors évidemment, dans les cantines, mais là aussi, vous voyez, c'est toujours pareil. On a évoqué tout à l'heure la question de la pénurie de moyens. Quand on a commencé à introduire le bio, quand on a commencé à introduire le choix des menus, y compris avec des menus non carnés. Non pas, comme c'était le cas des débats publics il y a une quinzaine d'années, pour des raisons religieuses, mais parce que la question du rapport à la viande a profondément changé dans la société à ce moment de la révolution écologique et sociale. Voilà, bouffer de la viande, c'est de l'eau, etc., etc. Moi, mes enfants ont été élevés viandards, ils en mangent quasiment plus aujourd'hui. Donc c'est un vrai phénomène de société. Mais enfin, tout ça nous a coûté à nous, collectivités, extrêmement cher, et je vous le rappelle, un repas à Évry-Courcouronnes, ça coûte entre 13 et 14 euros. Les premières tranches de quotient familial le payent 1 euro. Et donc, on a un moment où on est à la limite. Alors, on essaye d'inventer de nouvelles façons de faire, y compris de s'appuyer sur une agriculture locale, ce qu'on appelle le circuit court, parce qu'il y a évidemment tout le débat sur le bio, mais il y a aussi un débat sur le circuit court, avec une difficulté en Ile-de-France majeure, là aussi, dont les franciliens n'ont pas forcément conscience, c'est qu'on est le premier grenier de France. On est une région céréalière extraordinairement puissante, l'Île-de-France. 70% de notre territoire est agricole en Île-de-France. Sauf que c'est de la céréale produite pour la vente à l'export. Difficile de faire local. Voilà, alors. Exactement. C'est là qu'on voit l'interaction intelligente entre une volonté locale d'aller vers et le besoin d'une aide nationale sur ces transitions-là, y compris pour le mouvement agricole, pour essayer de nous accompagner. Et puis après, c'est la question aussi de notre capacité en termes d'attractivité en tant que ville à accueillir des offres d'enseignes qui soient les plus variées possibles pour répondre à tous les besoins. Je crois que sur Évry, c'est le cas. Je pense que quelle que soit sa catégorie sociale, on a une réponse en termes de tarification et de produits, même si évidemment, quand le produit est beaucoup moins cher, il est assez régulièrement de moins bonne qualité. Et puis enfin, j'en finis par là, et ça c'est un drame absolu, c'est le développement qu'on a dans nos communes des Restos du Cœur, association dont on rêverait tous qu'elle ferme la porte. Elle n'est pas près de la fermer. On vient d'ailleurs, nous, à Évry, de racheter un deuxième local pour permettre aux Restos du Cœur d'être chez eux et de ne pas payer de loyer. On a des épiceries sociales portées par des associations qui sont en grande partie financées par nos CCAS. On a des maraudes qui sont portées par les collectivités, par l'agglomération, par les villes, mais aussi par des associations de plus en plus mobilisées sur les territoires. Je pense que si on ne comprend pas qu'on est en train de vivre une véritable accélération de la paupérisation dans nos villes populaires, alors on se trompe de sujet. Je le dis, mais pas pour vous glorifier, mais vous avez annoncé renoncer à la traditionnelle cérémonie des vœux à la population cette année et l'année prochaine. C'est 190 000 euros d'économie que la ville, vous avez décidé de les reverser, en tout cas en municipalisant le local des Restos du Cœur. C'est bien ça ? Exactement. On a 2 locaux des Restos du Cœur. Il y avait le local de Courcouronnes qui était déjà propriété de la commune et qui était donné gracieusement au resto. Et il y avait le local Évry
dans lequel il payait un loyer extrêmement cher à un propriétaire privé. Et donc, on a annulé les vœux sur 2 années. Donc, c'est 190 000 €, les 2 années, pas chaque année. Et avec ces 190 000 €, on a acheté 2 locaux, Resto du Cœur et Secours Populaire qu'on a rénové, de manière à ce qu'il n'ait plus de loyer, plus de charges. Et comme je le fais pour toutes les associations qui sont logées dans les équipements publics d'Évry, ça ne se fait pas partout. La location pour l'association est gratuite. Et donc, du coup, elle peut redéployer ce qu'elle mettait dans le coût de loyer par le passé en denrées pour les habitants qui en ont besoin. Voilà, je voulais vous le dire par honnêteté intellectuelle parce que je trouvais cette initiative plutôt intéressante. On passe à notre prochaine rubrique qui s'appelle La vérité inconfortable. Ça, je pense que c'est une rubrique qui va vous plaire. Monsieur le maire, quelle vérité inconfortable nos élus devraient nous dire, à nous les citoyennes, citoyens, qu'ils préfèrent nous cacher par électoralisme, volonté d'être élus. Vous nous en avez déjà dit un petit mot avant. Mais exactement, c'est les mêmes, c'est-à-dire cette incapacité dans un système démocratique, c'est-à-dire qui consiste à être élu, donc à plaire au plus grand nombre, de dire la vérité sur la situation qu'on est en train de vivre. Voilà, je crois que clairement, dans nos sociétés, dans une société comme la France, on n'a jamais su se désendetter, reconstruire un modèle sans être passé par la guerre. Et j'ai pas envie qu'on passe par la guerre. Et donc, prenons nos responsabilités, soyons responsables. Quand je décide, moi, à Évry-Courcouronnes, que l'étiage politique de ma majorité municipale va, grosso modo, de l'extrême gauche hors LFI, clairement, parce que c'est pas... pour moi, c'est au-delà de l'extrême gauche, jusqu'aux républicains. C'est parce qu'on sent bien qu'on a quelque chose à inventer de nouveau qui ne doit plus se délimiter à tel ou tel dogme juste pour gagner une élection, mais bien essayer de mettre en commun ce que l'on partage pour essayer de trouver des solutions nouvelles. Je note, monsieur le maire, que vous n'englobez pas LFI, mais vous n'avez pas englobé, dans ce que vous venez de dire, l'extrême droite, non le plus. RN non plus. Ça non ne se fait pas on ne peut pas discuter avec les extrêmes, on ne peut pas gouverner avec les extrêmes. Alors, gouverner, on est en démocratie, s'ils sont élus, il faut le faire. Moi, là-dessus, j'ai pas de débat. Ils sont à la région et je les ai en commission permanente, je les ai en commission, dans diverses commissions. Je pense à la commission culture. Et pour celles et ceux qui pensent à l'extérieur qu'ils ont changé, non, croyez-moi, au fond, ils n'ont pas changé. Quand je vois les combats qu'ils portent en interne et quand il n'y a pas de caméra. Et moi, je renvoie les deux dos à dos parce que je les considère tout aussi dangereux. Aucune de ces deux solutions-là, moi, ne peut me convaincre. On va passer à notre prochain sujet, notre prochain module qui s'appelle « Ne se prononce pas ». Chez nos Popoles, on considère que femmes et hommes politiques, vous n'avez pas un avis comme ça sur demande. Un sujet à Stéphane Baudet sur lequel vous hésitez, que vous avez du mal à trancher. Vous parliez tout à l'heure de la légalisation. Oui, c'est celui qui allait me venir en tête. J'en ai discuté avec beaucoup d'amis, des gens qui sont contre, des gens qui sont pour. C'est un sujet sur lequel mais pour les raisons que j'évoquais, qui sont pas les plus exposées, évidemment, si on se réfère aux morts à Marseille, etc., on a tout de suite un avis tranché. Mais ces sujets-là ne sont jamais aussi simples que cela. Et donc, moi, j'ai beaucoup de mal à avoir le terme n'est pas adapté pour un laïcard, mais à avoir une religion en la matière. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel je ne sais pas. Voilà, vous en avez beaucoup dit déjà tout à l'heure sur cette légalisation. Vous vous interrogez, on a bien compris. On passe à notre prochaine rubrique, c'est la démocratie 4.0. Juste avant de vous croiser, j'ai regardé la dernière réunion du conseil municipal d'Évry-Courcouronnes sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Écoutez, je trouve que c'est un bon moyen pour faire participer, j'allais dire, les citoyens à la démocratie. Je vous ai beaucoup vu aussi sur les réseaux sociaux. Vous, Stéphane Baudet, pour renouer ce lien avec les citoyens, dont on sait qu'il est un petit peu quand même écorné, c'est un bon moyen, ça, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux ? C'est fondamental. Mettons de côté que les réseaux sont assez souvent plutôt asociaux que sociaux. Et l'ultra-proximité, c'est évidemment la présence sur le terrain, parce que ça ne se remplace pas. Quand on fait 5, 10, 15, 20 ans de terrain auprès des associations tous les week-ends et tous les soirs, ça ne se remplace pas. Dans une ville, vous savez, surtout une ville aussi grande que la mienne, il y a bien 40-50% d'habitants qu'en vrai, je n'aurais jamais croisé. Bien sûr. Combien d'habitants ? 80 000 habitants, 80 000. C'est ça ? Or, les réseaux sociaux ont permis de grignoter sur ces habitants-là qu'on a moins l'occasion, parce qu'ils ne sont pas engagés associativement, etc. Moi, je suis suivi par 30 000 personnes.
de la ville sur mes différents réseaux que je gère moi-même. Alors évidemment, quand on a été élu comme moi en 2001, à un moment où on répondait aux habitants avec des courriers et des timbres, j'ai l'impression de venir de la préhistoire. Mon premier compte Facebook date de 2007. Mais quand je vois toutes celles et ceux, encore hier soir, qui m'écrivent ici pour une demande de logement, ici pour une place en crèche, etc., le dimanche soir à 22h, et que le maire lui répond tout de suite. Alors, pas quelle est sa place ou son logement, mais comment faire pour qu'on puisse discuter ou traiter le sujet. Ben voilà, ça participe du maire à portée de baffe, évidemment. Ça participe de la critique permanente. Les critiques, j'ai vu que certains, on vous voit avec des tatouages que là, on ne voit pas aujourd'hui. Mais certains disent, voilà, il en fait un peu trop. Mais est-ce que c'est un passage obligé, justement, pour créer cette proximité avec vos administrés ? Alors moi, je ne me pose pas la question comme ça m'intéresse pas, ça. J'ai une personnalité. J'avais une vie avant d'être maire. Alors, je suis maire depuis longtemps, certes, mais j'aurai une vie après être maire. Je suis sportif, fan de musique, de concerts, de tatouages. Je vais pas changer pour faire bien, donc je suis comme ça, point barre. Donc quand il fait beau, j'ai un t-shirt. Quand je suis en t-shirt, on voit mes tatouages. Écoutez, ceux qui sont pas contents, ils tournent les yeux. Donc il s'agit pas d'en faire trop ou pas trop. Il s'agit juste de rendre compte sur les réseaux à celles et ceux que je pourrais ne pas croiser de ce que je fais. Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, j'étais au Sénégal. On me critique parce que je voyage. Je suis vice-président chargé des relations internationales de la région. Donc oui, il m'arrive de voyager. Île-de-France, évidemment, pardon. Mais il se trouve qu'on a des diasporas en France. Voilà. Et dans ma ville, il y a 160 ethnies différentes. Donc moi, quand je voyage, eh ben je m'astreins chaque jour à écrire le détail, mais précis de ce pourquoi je voyage et de ce que j'y ai fait. Celui qui va sur mon compte, qui va sur un des réseaux, il va se dire « Ah oui, mais il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Puis ça sert à ça, puis ça sert à ça. Puis l'argent va là. » Et puis voilà. Donc on essaye aussi de reconstruire une forme de confiance dans l'action publique parce qu'on voit que l'élu est présent. Moi, je vais vous dire, il y a quelques années, on se faisait taper dessus régulièrement. Je me rends compte d'un élément, moi, qui est plutôt flatteur pour moi, donc il n'y a pas de raison que je me cache, puisqu'on a dit qu'on serait franco de port, c'est que je me fais quand même de moins en moins engueuler sur les réseaux, et que j'ai quand même de plus en plus de gens qui me disent « reposez-vous » de temps en temps, que de gens qui me disent « vous n'en foutez pas une ». Je me dis que finalement, ça sert quand même à quelque chose dans la réhabilitation du politique en général, même si je le redis, j'insiste, je n'aime pas la politique, j'aime la chose publique. On avance avec la question qui dérange. Attention Stéphane Baudet. Vous pouvez. Non, on l'a dit, vous êtes président de l'Association des maires d'Île-de-France. On a beaucoup parlé des frais de représentation des maires, notamment avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, ou encore la maire du 8e arrondissement. Ce qui est légal est-il toujours parfaitement moral ? Parce qu'elles n'ont finalement commis rien d'illégal, mais ça a dérangé quand même les Français. Oui, comment vous voyez cette problématique, je pense qu'il y a un vrai débat, je l'ai déjà dit au titre de la MIF, je pense qu'il faut une clarification législative et une harmonisation. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la loi nous permet à toutes et tous d'avoir des tas de façons de gérer les frais de représentation, qu'il s'agisse des montants d'enveloppe, qu'il s'agisse des justifications, ce qui fait que c'est absolument pas harmonisable. Et comme on est quand même dans cette ère, pardon de faire encore des rapports historiques, mais dans cette ère de la délation, le fait que les frais de représentation réapparaissent comme ça, comme un sujet juste à quelques mois des élections municipales. J'en ai vu certains se faire défoncer, ça m'arrivera sans doute aussi d'ailleurs dans les jours qui viennent, j'imagine bien, sur les réseaux sociaux. Donc oui, c'est un sujet. Vous avez raison sur un point qui est fondamental, c'est que c'est parfaitement légal, mais ça peut au fur et à mesure du temps être de moins en moins moral. Il y avait des pratiques il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait harmoniser, avoir une règle qui tombe sur tout le monde. Alors, je suis plutôt contre les normes, mais sur ces sujets-là qui ont valeur morale, il faut peut-être savoir aussi changer, bien sûr. Entendu. Merci Stéphane Baudet. La question de l'assistant, maintenant, c'est notre assistant ChatGPT qui va vous poser une question. Ça nous permettra de parler un peu d'intelligence artificielle. Voilà notre assistant, Stéphane Baudet. Salut assistant. Salut l'assistant. Je suis avec Stéphane Baudet, le maire d'Évry-Courcouronnes. Je voudrais que tu te places en tant que journaliste expérimenté, que tu poses une question à Stéphane Baudet, une question un peu challengeante. Allez, c'est à toi. Au niveau national, on parle souvent de la transition écologique et des efforts qu'on demande aux collectivités. Selon vous, est-ce que les mesures actuelles sont vraiment adaptées aux réalités des villes de taille moyenne comme la vôtre ? Ou pensez-vous qu'il y a un décalage entre les discours nationaux et les besoins concrets sur le terrain ? Alors, les discours nationaux, si je puis me permettre, assistant. Mais enfin, en tout cas, la question est intéressante. Il y a deux natures de décalage fondamentaux. Il y a d'abord, évidemment, la question stricte qu'on a déjà évoquée. C'est un sujet qui me touche particulièrement, qui me tient à cœur. C'est évidemment la question des moyens.
Quand vous prenez une ville comme Évry-Courcouronnes, dont les dotations de l'État baissent évidemment régulièrement, je suis à la tête de 250 bâtiments communaux. 250. 54 écoles, ce qui est colossal, 10 maisons de quartier, etc., etc., etc. Si je devais les rénover en trend normal, comme le ferait toute collectivité, sans accélérer comme je l'ai fait pendant ce mandat-là, les investissements, il me faudrait plus d'1 siècle pour rénover tous mes bâtiments. Y compris en question de couverture énergétique, bien sûr. On parle d'écoles dans lesquelles les gamins ont 45 degrés l'été et puis 18 l'hiver. C'est en plus accentué dans une ville comme la mienne, qui est une ville nouvelle, qui date des années 70, où la plupart des équipements publics ont été construits légers, vite, à cette époque-là, et sont donc dépassés. Et je dois donc, plus que dans une ville normale, les rénover très très vite. C'est la raison pour laquelle une ville comme la mienne devrait investir entre 60 et 80 millions, allez, 100 millions en un mandat. On aura fait 280 millions d'investissements sur ce mandat-là. La question des moyens pour assurer cette transition, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la problématique du logement. Il manque 1 million de logements dans le pays et nous avons 977 000 mal logés en Île-de-France. En Île-de-France. Et donc, il faut que les élus aient la capacité à ne pas opposer un sujet à l'autre. Or, le débat public, articulé comme il est articulé, oppose systématiquement l'un à l'autre. J'ai 6500 demandes de logement à Évry-Courcouronnes. J'ai 300 logements qui se libèrent par an. Et donc, mes opposants, évidemment, m'envoient à l'appui de lettres. J'ai reçu telle personne en permanence qui cherche un logement, ce serait gentil de l'aider. Bah oui, bien sûr. Ce serait gentil de ne pas faire une pétition quand je construis un immeuble aussi. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, la schizophrénie, ça va 5 minutes. Je reviens à ce qu'on s'est dit à plusieurs reprises dans cette émission sur la responsabilité, le sens de la responsabilité publique et politique dans les messages que l'on envoie. Il faut arrêter d'opposer les sujets les uns aux autres, sinon on ne va jamais y arriver. Il va falloir résoudre les deux questions. Et il faut les résoudre en même temps. Un mot, vous avez parlé de transition écologique grâce à notre assistant, mais un petit mot sur l'IA. Cette vague de l'IA, vous l'avez esquissée à un moment sur l'emploi, sur le revenu universel. C'est une question que j'avais posée à mon précédent invité. Est-ce que cette idée du revenu universel n'est pas en train de ressurgir quand on voit qu'Amazon a supprimé 14 000 postes, il y a des vagues comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vague de l'IA ? On a à la bourse de New York les premières entreprises milliardaires cotées sans salariés. Sans aucun salarié. Ça se fait à bas bruit, c'est pas des débats dans le débat public, mais quelque chose est en train de changer profondément, extrêmement vite, sans aucun débat philosophique ou éthique. Je pense qu'à part Luc Ferry qui se bagarre en France sur le sujet, il n'y a quasiment pas de philosophe qui... On n'en parle pas. Non, exactement, et il faut vraiment aller chercher les bouquins de Luc Ferry, alors que dans d'autres pays on en parle. La question du débat chez les philosophes autour du revenu universel, on en parle en Asie, on en parle aux États-Unis, etc., etc. Donc évidemment, c'est toujours pareil, il faut rompre avec la paresse, il faut accepter de lire, il faut aller chercher un tout petit peu, mais voilà. Donc, mais à côté de ça, moi j'ai quand même une profonde inquiétude. C'est-à-dire qu'à la fois je suis un optimiste, je l'ai évoqué tout à l'heure, on va vers une crise grave, je ne sais pas quelle nature elle prendra, mais derrière, il y aura quelque chose à construire qui, quand je vois la jeunesse qui émerge et le sens que cette jeunesse met dans tout ce qu'elle a envie de faire, j'ai un espèce d'espoir assez naturel en cette jeunesse. J'ai une inquiétude. En voyageant beaucoup pour la région, je le disais tout à l'heure, je me suis rendu compte à quel point le système démocratique qui est le nôtre est en train de reculer à vitesse vertigineuse. Quand on y ajoute la révolution numérique à l'échelle de la planète et tout ce qu'elle peut produire, en matière de fake news, etc., enfin des débats qu'on a déjà eus, la puissance de l'intelligence artificielle, l'arrivée du quantique très très vite derrière, j'ai quand même une inquiétude. C'est-à-dire qu'on a la capacité de la création de quelque chose d'extraordinaire et on a aussi la capacité complètement dystopique. Alors là, on est vraiment dans la rupture utopie-dystopie. Laquelle va l'emporter ? Écoutez, j'ai envie d'avoir un peu d'espoir et de dire que l'utopie ira. J'ai quand même une inquiétude sur la question du revenu universel, c'est que depuis des millénaires, on est construit dans l'émancipation par le travail. Quoi qu'on en dise, même si il y a eu des générations, on va pas dire qu'un gamin de 8 ans qui travaillait dans les mines, il le faisait par émancipation, évidemment, donc faut savoir raison garder, mais le rapport au travail, à l'activité, à l'occupation, qu'est-ce qu'un monde où on devient oisif, où on touche tous la même chose, peu ou prou, pour ne rien faire ? C'est un revenu de base, c'est-à-dire que derrière, chacun pourra complémenter avec... Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est en tout cas un débat qui revient, et vous le décrivez en tout cas très bien. Oui, et là-dessus, on revient sur une de vos rubriques antérieures, je ne vais pas dire que j'ai pas de religion, mais je ne vois pas bien comment on serait capable de... Moi, je lis beaucoup, j'ai 3-4 bouquins par semaine, j'ai beaucoup lu sur ces sujets-là, je n'entrevois pas encore la solution.
entendu, en tout cas sur l'intelligence artificielle. On arrive à la fin de cet entretien. On va parler juste, s'il vous plaît, Stéphane Baudet, de sécurité, parce que c'est la préoccupation numéro 1 des Français, que ce soit pour les municipales, un récent sondage l'a montré. Quelques mots avec Nopopol Sécurité. Je voyais à Évry un camping-car post-mobile de proximité qui rapproche, ça c'est l'objectif, la police de la population. C'est ça votre vision de la sécurité? On va pas parler forcément d'Évry-Courcouronnes, mais... Évidemment, c'est complémentaire. La police ne doit pas faire peur. La police est un... Vous allez faire bondir Stéphane Baudet en disant la police ne doit pas faire peur? Oui, mais parce que, moi je considère... Certains, bondir certains, oui, évidemment. Mais enfin, après, on pourrait réutiliser et déformer tous les propos que j'emploie à l'envi, ça j'en suis habité, mais c'est des hommes et des femmes qui travaillent, voilà, comme nous toutes et tous, comme les parents de nous toutes et tous, qui sont parfois un peu plus en danger que les autres, dans le souci de protéger, d'accompagner tout le monde. Ils sont pas là pour emmerder, ils sont pas là pour brutaliser, c'est d'ailleurs encore plus vrai pour les polices municipales, hein. On n'est pas à l'échelle police nationale, et donc en effet, dans une police municipale forte comme celle que j'ai à Évry, puisqu'on est sur un service police municipal de 150 agents, ce qui est considérable, dont 90 policiers municipaux. Après, vous avez la police administrative, le service derrière les caméras de vidéosurveillance, etc. Une police qui est armée, une police, je le disais dans un colloque cet après-midi, la police est armée depuis 20 ans, on n'a jamais tiré une balle, pour que les choses soient claires. Donc ça montre bien qu'en effet, dissuasif, c'est hyper important. Quand je vois que j'ai 2 policiers municipaux qui ont sauvé le commissariat d'Évry, police nationale, pendant les émeutes de juillet 2023, 2 seuls face à 200, et on a la vidéo, hein. Ils ont d'ailleurs été médaillés depuis, puisque je suis aussi leur patron. Je suis bien heureux qu'ils soient armés et qu'ils puissent, le cas échéant, se défendre. Mais c'est un service public. C'est un service d'accompagnement. Et quand je vois, comme on l'a fait avec des associations de jeunes, des épinettes, des fêtes de la ville, des fêtes de quartier qui sont organisées, où les jeunes eux-mêmes, c'était le cas notamment aux épinettes en septembre, qui demandent à la police municipale de venir tenir un stand, etc. Je me dis qu'on est en train de gagner petit à petit cette bataille. C'est jamais simple. Il suffit qu'il y ait un dérapage, il suffit qu'il y ait une rixe, il suffit qu'il y ait un truc où il y a une intervention nécessairement un peu musclée, parce que parfois ça arrive pour que le climat se dégrade. Donc c'est jamais complètement gagné, mais je pense qu'on peut avancer dans une forme de responsabilité et de meilleure compréhension des uns et des autres. Quand je vous entends, Stéphane Baudet, vous devez bondir quand on entend les discours sécuritaires du moment sur la nécessité d'ordre. Comment vous réagissez? Moi, j'en veux tout autant à celles et ceux qui exhibent l'insécurité comme tremplin électoral. On a parlé tout à l'heure de 2 extrêmes, hein. Ça en cible une. Que celles et ceux qui considèrent, c'est le cas chez moi, qu'il ne faut plus de police municipale ni de caméras de vidéosurveillance. Je cible l'autre. Vous voyez, décidément, je n'aime ni l'une ni l'autre, parce que dans une ville comme la mienne, s'il n'y avait plus de police municipale ou plus de vidéosurveillance, alors la situation assez naturellement, dans ce monde d'individualisme, dans ce monde de plus en plus violent, dans ce monde où on sent qu'on est en tension permanente, y compris au volant de sa bagnole, si on n'a plus cette sécurité qui nous accompagne, on sait tous que ça peut se redégrader extrêmement vite. Donc il faut tenir, mais comme en tout, il faut tenir avec de la mesure. Cible 1, le RN, et cible 2, le LFI. Je traduis bien pour joué. Ceux qui n'ont rien. Il ne fallait pas être grand clair pour le comprendre. Stéphane Baudet, les 2 dernières rubriques. La prochaine s'appelle Rendez-vous en 2050. On va encore prendre un petit peu plus de hauteur. On va se projeter un peu loin, mais vous allez voir, c'est souvent une rubrique intéressante. On y va. Le scénario du pire, Stéphane Baudet, puis celui du meilleur pour 2050. Ça peut être quoi selon vous? Pour notre pays, évidemment, hein. Pas facile comme question. Non, c'est pas facile. Non, vraiment, je suis désolé, je vais pas dire que je suis sec, alors ça doit sans doute inquiéter celles et ceux qui nous regardent qu'un élu ne soit pas capable de se projeter à 2050, mais j'ai un rapport à l'histoire qui est une de mes passions premières, qui m'amène à beaucoup d'humilité. Si on devait être dans la dystopie totale, allons jusqu'à Terminator et des ordinateurs qui ont pris le pouvoir. Ouais. Voilà. Et puis, si on devait aller vers une vision idyllique, on se retrouverait dans des villes vertes où on aurait su créer des activités nouvelles, parce que ça aussi, personne ne sait quelle sera la nature de l'activité, y compris professionnelle et rémunérée, que l'on connaîtra à ces échéances, dans une ère où on sera sans doute
passer de l'ère de la propriété, qui était la culture du XXe siècle, à une ère du partage. Je pense qu'on sera plus du tout propriétaire de nos bagnoles, par exemple, dans 10 ou 15 ans. Voilà, et donc où on pourrait vivre de façon peut-être un tout petit peu plus apaisée. Voilà, un côté un peu idyllique et un côté complètement dystopique. Mais apaisé, vous trouvez que la société est clivée en ce moment, qu'il y a une division? Moi, j'ai vécu aux États-Unis l'année dernière, il y a une espèce de schisme au sein de la population américaine. Vous trouvez qu'on vit un peu la même chose en ce moment ou pas du tout? Oui, enfin, oui, il y a, je sais même pas s'il y a un schisme ou des schismes en vrai, parce que, vous voyez, demain, posons-nous la question ainsi, on serait demain matin en guerre civile, par exemple. Ce serait qui contre qui? Oui, qui contre qui, voilà, vous posez juste cette question-là. Le colloque auquel j'assistais avant de venir vous retrouver, j'avais un journaliste qui me posait justement la question de la démocratie d'aujourd'hui, et je lui disais, vous savez, quand j'ai été élu il y a 25 ans, il y avait grosso modo une gauche républicaine et une droite républicaine qui se partageaient les élections à 53-47, 52-48. Aujourd'hui, dans le monde individualiste que l'on traverse, faire de la politique et prendre des décisions à ma place, c'est essayer de trouver un tout petit chemin face à des habitants qui pensent tous des choses différentes et qui sont d'accord entre eux, pas avec moi, entre eux sur rien. Moi, je me souviens d'une discussion avec Alain Juppé en tête-à-tête, tous les deux, il y a très 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 longtemps, et où on avait la même conversation que celle que j'ai avec vous, où j'étais quasiment plutôt à votre place, et il me disait, tu sais, dans vous notre pays... Vous avez été journaliste, je le rappelle. Ouais, il y a longtemps. Et il me disait, dans un pays comme le nôtre, sans crise, on ne peut pas changer. Et ça m'est resté... Je pense que longtemps, je n'ai pas voulu y croire. La démonstration politique nationale que je vis depuis un an, que nous vivons depuis un an, m'amène à penser qu'on y va quand même tout droit. Vers une crise difficile pour notre pays. Bien sûr. De quelle nature? Aucune idée. Je le disais tout à l'heure, elle peut être politique, elle peut être internationale, elle peut être financière, elle peut être sociale. Je sais pas, mais j'ai une vraie inquiétude. C'est le péril démocratique. Ça, pour moi, c'est fondamental. Je pense qu'il va nous falloir inventer un nouveau système. Démocratique sans doute, bien sûr. Mais je pense qu'il va nous falloir inventer un nouveau système, sinon on va être broyé. Mais c'est un avis très personnel. Qu'est-ce que vous appelez le péril démocratique? Un changement de nos institutions? De toute façon, à l'échelle planétaire, la démocratie recule. On se l'est dit à plusieurs reprises pendant cette émission. La défiance... les élus nationaux sont à moins de 25%. Le président de la République qui flirte avec les 12-15%. Enfin, je veux dire... heureusement qu'il y a les maires à 62-65%, franchement. Les maires MAI. Donc cette défiance évidemment envers les élus. Exactement. Enfin, il y a quand même le cordon, il est coupé. Le cordon, il est coupé. Et j'invite celles et ceux qui ne l'ont pas lu à lire cet excellent bouquin sur Marine Le Pen, présidente ou dystopie d'une présidence. Je ne sais plus quel est le nom exact. Enfin, si on pense que parce que demain matin le Rassemblement national pourrait gagner l'élection présidentielle, il va arranger nos bidons, écoutez, bonne chance les amis, mais ça peut être un phénomène accélérateur de la crise, ça sans aucun doute. Je ne crois pas que ça règle les problèmes démocratiques fondamentaux qui sont les nôtres. Écoutez, en tout cas, voilà votre vision pour 2050, toujours compliqué effectivement à se projeter. Oui, je suis désolé, parce que je peux paraître sans doute pas très très positif, mais en même temps, au bout d'un moment, il faut aussi qu'on soit lucide sur ce qu'on a à affronter. C'est mon côté un peu sportif. Je préfère considérer que la montagne à grimper va être particulièrement difficile et être fier comme un bar à tabac quand je suis tout en haut. Et vous avez fait une transition assez adéquate avec notre ultime rubrique qui s'appelle le discours de motivation. Vous l'avez dit, Stéphane Baudet, nous les citoyens, citoyennes, on a peut-être perdu foi en vous, les politiques. Vous avez 1 minute, je vous autorise à regarder cette caméra pour aller essayer de nous donner envie d'y croire encore. J'allais dire que tout n'est pas fichu. Écoutez, le meilleur moyen d'y croire, c'est de se souvenir qu'on a tous du talent, que vous avez tous du talent, et que l'époque d'aujourd'hui, les révolutions écologiques, on l'a évoqué, sociétales, sociales, mais aussi numériques, font que les politiques vont de moins en moins être ceux qui font, comme ce fut le cas dans les décennies passées, et qui vont de plus en plus avoir un rôle de régulateur, d'accompagnateur. Et donc, si je dis cela, ça veut dire que je renverse aussi la table des responsabilités
dans un monde démocratique qui va devoir changer. Moi, j'entends des gens réclamer le référendum à la mode suisse. J'entends des jeunes qui disent « Mais pourquoi on aurait un parti politique à la seule définition du périmètre national ? Et pourquoi, avec les réseaux sociaux, vous ne nous interrogeriez pas sur chaque loi pour qu'on vote tous, finalement, toutes les lois, comme s'il n'y avait plus d'assemblée ?» On voit bien une volonté de prise en main par la population. Et donc, on a quelque chose à réinventer dans nos positionnements à nous d'élus, qui doit profondément muter. Mais je pense aussi dans la population, la posture de la population, qui est quand même parfois consommatrice et qui nécessiterait peut-être d'être un peu davantage responsable et proactive. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut construire quelque chose de nouveau. Écoutez, moi je vous remercie beaucoup Stéphane Baudet, parce que qu'on soit d'accord ou pas avec vous, vous avez quand même le mérite de mettre des choses sur la table, vous avez un parler vrai qui fait du bien. C'est la fin en tout cas de cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, je vous l'ai dit, à Nopopol, à aimer cette vidéo, à la commenter, on est friands de vos commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé des propositions de Stéphane Baudet. Vous pouvez nous suivre, je vous le rappelle aussi, en podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Et puis, si vous êtes un homme ou femme politique, vous avez été intéressé par ce format, contactez-nous, hein, on est en demande, et moi je vous dis à très bientôt sur Nopopol.